Nous sommes 3 jours après la tentative d'assassinat contre l'écrivain. Alors il va un peu mieux, c'est ce que dit sa famille. Son agresseur est déjà passé devant le tribunal, il repassera le 19 août, il plaide non coupable. En Iran, à Téhéran, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ne comprend pas que dans cette histoire, on puisse faire des reproches à l'Iran. Personne ne peut blâmer la République islamique d'Iran. Dans cette attaque, nous considérons que personne ne mérite de reproches, de blâme ou même de condamnation, à l'exception de Salman Rushdie lui-même et de ses partisans. Salman Rushdie s'est exposé à la colère et à la fureur des gens en insultant le sacré de l'islam et en transgressant les lignes rouges de plus d'1,5 milliard de musulmans et de tous les adeptes des religions divines. On va bien sûr en parler avec Naëm Bestanji, militant laïque, auteur du linceul du féminisme, qui a caresser l'islamisme dans le sens du voile. Il ne fallait pas attendre autre chose de la part de Téhéran comme discours. Non, il ne fallait pas attendre autre chose. Même si c'est violent à recevoir quand même ces mots-là. Ouais. Oui, mais c'est dans la droite ligne depuis 1989 et c'est vrai que ces propos sont particulièrement choquants. D'abord parce qu'il prétend parler au nom de tous les musulmans, donc il donne une très mauvaise image de l'islam et des musulmans. Non, tous les musulmans ne sont pas d'accord avec le fait qu'il est normal d'égorger quelqu'un parce qu'il a écrit quelques lignes qui ne plaisent pas. Nous sommes justement avec Farhad Khosrow-Kavar qui est avec nous, qui est sociologue franco-iranien. Bonsoir Farhad. Venant de Téhéran, comme je disais à M. Bestanji, on ne pouvait pas s'attendre à une autre rhétorique de toutes les manières. C'est-à-dire actuellement, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'aile dure qui a le pouvoir et par conséquent, eux, ils dénoncent toujours Salman Rushdie comme étant celui qui aura rédigé les versets sataniques, qui a en un sens profané l'islam et qui a une sorte commis l'acte criminel d'apostasie. Et par conséquent, cela me paraît évident que Téhéran réagisse de cette façon. Mais il y a un autre problème qui est distinct de celui-là, à savoir, est-ce que le gouvernement iranien a joué un rôle actif, direct, indirect, passif dans cet assassinat? Et là, c'est une affaire à rebondissement. Comment est-ce qu'il aurait pu jouer un rôle? Comment est-ce que ça aurait pu se passer? Parce que cet homme que l'on présente là, Hadi Matar, il est né aux États-Unis. Visiblement, il allait beaucoup sur la littérature Internet, mais il aurait pu être un agent des gardiens de la Révolution, un agent indirect, non? Non. Mais alors, c'est ça la complexification de cette affaire. Les Américains affirment jusqu'à ces derniers moments que, en un sens, il n'y a aucune trace d'une intervention quelconque de Téhéran dans cette affaire. C'est-à-dire que cet homme a agi seul, il a agi en quelque sorte à partir de ses convictions djihadistes, chiites, et par conséquent qu'il n'y a aucune trace dans ce qu'ils ont pu éplucher, si vous voulez, d'une intervention quelconque de Téhéran. Mais alors, l'affaire est une affaire à rebondissement. La mère de Hadi Matar, c'est-à-dire l'attaquant qui a voulu tuer Salman Rushdie, a fait une interview et elle affirme qu'elle a passé pendant une certaine période en 2018 au Liban, pour la première fois apparemment, puisque Hadi Matar fait partie d'une famille désunie. C'est-à-dire la mère s'est séparée, a divorcé, si vous voulez, du père. Le père se trouve au Liban et la mère se trouve aux États-Unis. Alors, et que pendant la période où il a été au Liban, il a été influencé par le Hezbollah libanais, qui est chiite et qui est très lié à Téhéran, et surtout par la propagande de l'armée des pasdarans iraniens au Liban. Et là, il y a un certain nombre de choses qui vont dans ce sens. Cela dit, on est donc dans une conjoncture où, d'un côté, officiellement encore, jusqu'à présent, jusqu'à cette heure-ci, à ma connaissance, les Américains, les autorités américaines affirment qu'il a agi seul. Donc, influence de l'Internet, Facebook, sur sa page Facebook, etc. Mais il y a à côté de cela maintenant un certain nombre d'indices qui pourraient faire penser que directement ou indirectement il aurait été influencé par le Hezbollah et donc qu'il aurait en un sens agi par une radicalisation qui ne serait pas spontanée, c'est-à-dire provenant de l'Internet, mais
par des instances identifiables. Qu'est-ce que vous en dites, Naim Bestanji? Moi, je considère qu'il y a un lien avec l'Iran. Le lien, il est très simple, c'est la fatwa de 1989 qui n'a jamais été supprimée ou amendée ou levée ou ce que vous voulez. Ça a même été entériné et confirmé par la suite, notamment en 2005 par le régime iranien. Donc le lien, il est peut-être pas direct à travers un donneur d'ordre, mais le lien est direct à travers l'idéologie et la fatwa qui a été lancée en février 1989. Mais Farhad, la rue iranienne, est-ce qu'elle a toujours en tête aussi qu'il faut liquider Salman Rushdie ou pas? Mais bien sûr que non. Et en Iran, si vous voulez, la rue est systématiquement dans un rapport conflictuel avec le pouvoir. Seulement, la rue n'a aucun pouvoir au sens coercitif. Dans la société iranienne actuellement, si vous voulez, le souci majeur, c'est de joindre les deux bouts, avec une inflation qui bat tous les records, après que Trump s'est retiré du nucléaire. Et cela aussi intervient, c'est-à-dire les partisans de la conclusion du contrat sur le nucléaire avec l'Iran ont tendance plutôt à minimiser l'influence iranienne, pas seulement en termes d'idéologie, mais en termes d'intervention directe, c'est-à-dire identifiable par des instances, par des organisations sur Adimata. En second lieu, il y a ceux qui sont contre le nucléaire iranien aux États-Unis, mais aussi ailleurs, et qui pointent du doigt ce qu'ils appellent le terrorisme iranien, à savoir le fait que Adimata a été plus ou moins directement ou indirectement, en quelque sorte, manipulé par les Iraniens. Et donc, l'affaire se complique en quelque sorte à un second niveau, à savoir ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre le contrat nucléaire avec l'Iran. Merci Farhad Khosrow-Khavar, merci d'avoir été quelques minutes avec nous. Bruno Pomar, ancien instructeur du RAID, est avec nous dans BFM Story ce soir. Bonsoir Bruno Pomar, parce que vous avez fait partie des officiers de sécurité qui avaient protégé Salman Rushdie lorsqu'il est venu en France. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir de nouveau monter le niveau de protection autour de Rushdie. Lui-même l'avait dit il y a quelques jours, quelques semaines, qu'il se sentait un petit peu plus libre, un petit peu plus à l'aise. Oui, vous avez raison, Alain Marchal. Effectivement, en 90, le RAID a été la première unité d'élite à intervenir et à assurer la sécurité de Salman Rushdie au moment des versets sataniques, puisque la fatwa a été lancée par Khomeini à ce moment-là. Et effectivement, le RAID a été mobilisé et avec des effectifs considérables, puisque à deux niveaux. Premier niveau, c'était en Angleterre, puisque Salman Rushdie vivait en Angleterre et le Scotland Yard assurait sa sécurité, effectivement. Et lorsqu'il venait en France, puisqu'il venait souvent en France à ce moment-là, eh bien, le RAID le prenait en charge avec des effectifs d'officiers de sécurité auxquels j'ai participé évidemment, entre 8 et 10 personnes qui étaient en permanence à ses côtés pour assurer sa sécurité. Je crois que là, évidemment, on est retombé dans un modèle, malheureusement, avec ce qui vient de se passer, qui va obliger les forces de l'ordre des pays, je pense aux États-Unis en particulier, puisque à mon sens, il y a eu quand même un peu de légèreté au niveau de la sécurité de M. Rushdie aux États-Unis, mais également en Europe et dans les pays, la France, puisque nombre de personnalités sont également protégées par les forces de l'ordre français, en l'occurrence le service de la protection. Mais Bruno Pomar, ce qui s'est passé du coup remet Salman Rushdie au devant de la scène. On l'avait presque un peu oublié parce que cette affaire a bientôt 40 ans, ce qui veut dire que ça peut de nouveau exciter certains esprits radicaux, certains extrémistes, et la menace est remontée d'un cran là. Vous avez raison, exactement. Les quelques déséquilibrés qui adhèrent à cette philosophie, je dirais, meurtrière de l'islamisme, effectivement, pourraient réveiller des envies chez certains. Et c'est pour ça que les services de sécurité, un peu partout dans le monde et en France aussi, évidemment, sont sur le qui-vive sur ces sujets-là, puisque l'UCLAT, qui est rattaché maintenant, vous le savez, l'unité de coordination de lutte antiterroriste est rattachée à la DGSI, eh bien, doivent travailler effectivement à se renseigner, à trouver des informations pour effectivement faire en sorte que rien n'arrive aux gens qui sont protégés actuellement. Bruno Pomar, merci. Christian Macarian, spécialiste de relations internationales et connecté avec BFM Story aussi ce soir. Christian Macarian, c'est vrai que cette tentative d'assassinat de Salman Rushdie remet l'écrivain au devant de la scène. Est-ce que ça veut dire que
les plus extrémistes au sein du monde musulman peuvent se dire « Ah, on l'avait oublié, Rushdie, c'est vrai, rappelons-nous, il faut le liquider ». Mais il n'a jamais été oublié par les milieux concernés que vous veniez de citer, auxquels vous venez de faire allusion. Dans les années 90, tout de suite après la fatwa, 2-3 ans après la fatwa, en 91, l'éditeur italien a fait l'objet d'une attaque. Oui, mais on était il y a 30 ans. Depuis est arrivé Daesh, une autre forme de terrorisme. Ce que je veux dire, c'est que Salman Rushdie, certes, il était toujours protégé, mais il était un peu sur le côté, quoi. Mais en 2019, encore, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a éprouvé le besoin de rappeler, en partie pour lutter contre les réformateurs au sein du régime iranien, puisque Ali Khamenei représente le clan des durs, eh bien, il a éprouvé le besoin de rappeler que la fatwa était toujours active, toujours d'actualité, et qu'on pouvait donc, pour être concret, tuer Salman Rushdie sans aucune hésitation et au contraire avec une sorte de bénédiction. Donc ça n'a jamais baissé. C'est l'attention qu'on a portée en Occident au cas Rushdie qui, elle, a baissé. Et pourquoi? Mais bien parce que la menace islamiste djihadiste s'est diversifiée. Comme le dit le spécialiste de l'islam, l'excellent spécialiste Gilles Kepel, nous sommes passés dans un djihadisme d'atmosphère. C'est l'expression de Kepel. C'est-à-dire qu'il y a une atmosphère djihadiste qui échappe évidemment au grand public, mais les milieux concernés, les milieux enfermés dans une communautarisation d'un certain type d'islam extrêmement radical, eux continuent de s'alimenter à ces sources. Donc Hadi Matar, l'auteur de la tentative d'attentat contre Rushdie le 12 août, il y a quelques jours, est visiblement quelqu'un qui a vécu en état d'imprégnation. Ouais, donc via si Internet, l'Iran dit qu'il n'est pour rien dans cet attentat sur le plan concret en tant que commanditaire ou en tant que donneur d'ordre, il n'empêche que l'Iran est à l'origine de cette imprégnation continuelle, de ces stimuli numériques passant par des réseaux sociaux qui tiennent comme la braise, qui tiennent toujours le feu allumé. Christian Macarian, merci. Mot de la fin d'Am Bestanji. Oui, c'est pour ça que même si cet attentat contre Salman Rushdie peut être dissocié des autres attentats parce que ça vient de l'islam chiite et de dignitaires d'Iran par une fatwa, on ne peut pas les dissocier des attentats contre Charlie Hebdo, contre Theo Van Gogh ou aussi contre d'autres écrivains dont on connaît peu en France comme Faraj Fawda, un Égyptien qui a été assassiné en 1992 suite à une fatwa parce que lui aussi réclamait la séparation du politique et du religieux et critiquait les islamistes. Il faut bien comprendre que ces intégristes-là veulent semer la terreur parce que eux d'abord ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur des stylos et des crayons et c'est pour ça qu'ils veulent assassiner ceux qui les tiennent. Merci messieurs.